une chorégraphe dont le parcours est jonché de succès, disons-le. Elle a mérité le prix du Calque en 2019. Et là, elle prépare, et j'imagine que ça doit être pas mal près, son prochain spectacle en danse contemporaine qui sera présenté à l'espace Wilder, c'est-à-dire à l'Agora de la danse. Et puis, je souhaite la bienvenue à Caroline Lorrain-Bocage. Bonjour, Caroline. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors, on a Charles. l'occasion dans ce spectacle dont on va parler et qu'on va illustrer de quelques images en pré-prod. Mais j'aimerais d'abord que tu me racontes un petit peu ton parcours qui est fort intéressant. Je dirais que ça fait une vingtaine d'années que je fais le métier. En fait, je suis une Montréalaise d'origine. Je suis née et j'ai grandi à Montréal. J'ai fait mes études à Toronto et puis au début des années 2000, je suis revenue à Montréal et j'ai œuvré autant comme interprète que comme chorégraphe. J'ai dansé pour certains noms qui sont assez connus dans notre historique québécoise, dont Jean-Pierre Perrault. J'ai dansé pour la compagnie au Vertigo. Et j'ai dansé pour aussi plusieurs chorégraphes indépendants montréalais, comme Jacques Poulain-Denis, par exemple. Et au niveau chorégraphique, j'ai commencé à créer des œuvres de manière plus intensive, je dirais, autour des années 2010, où j'ai collaboré avec l'artiste multidisciplinaire Martin Messier, où j'ai fait quelques créations avec lui. Et puis après ça, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de m'affranchir, je dirais, puis j'ai créé environ 5, 6 œuvres depuis les dernières années, là, entre 2010 et 2023, dont du travail solo, des pièces de groupe, et je m'intéresse aussi, j'ai créé des projections architecturales. Donc, il y a un côté, c'est ça, assez multidisciplinaire dans mon approche, donc autant des performances in situ qu'en salle, un côté aussi qui touche à un rapport, c'est ça, à l'esthétique, il y a un côté qui s'apparente un peu à l'art visuel, si on peut dire comme ça, là, parce qu'il y a un côté performatif et scénographique qui régit mes pièces. Et ce spectacle qui commencera le 17 mai, Les limites infinies de la peau. Parle-nous de ce concept, de cette idée. La prémisse, Ouais. peut-être? Oui, la prémisse, en fait, on a tous vécu une ère pandémique, hein. Et puis, à la base, ce que j'avais envie, c'est de mettre deux interprètes dans un milieu clos ensemble et de les mettre dans un environnement qui était inhabituel. Donc, c'est pour cette raison que j'ai eu envie de travailler avec l'eau. Et puis, je vous dirais que je travaille aussi sur un film en réalité virtuelle sous l'eau présentement qui a aussi influencé le travail. Et au fur et à mesure que le travail se construisait, on s'est rendu compte que c'était quasi impossible de mettre une grosse structure qui comportait de l'eau dans un espace théâtral. C'est pour ça que finalement, j'ai décidé de séparer les interprètes. Et moi, ce que j'ai vécu à travers la pandémie, c'est, je vous dirais que je me suis sentie extrêmement connectée à certaines personnes sans nécessairement avoir accès au toucher ou sans nécessairement être proche physiquement d'eux. Et puis, ça me fait extrêmement réfléchir à comment on peut se sentir en résonance. Tu sais, des fois, on pense à quelqu'un qu'on aime beaucoup, puis on le sent vraiment physiquement dans notre corps aussi. Donc, ça me fait réfléchir à ce rapport-là, ce dialogue-là qui peut s'établir dans une relation. Donc, être en lien avec les autres, être en lien avec une autre personne, être en lien avec un environnement, sans nécessairement avoir accès à la même espace physique, en fait. Fait Et que je qui vous dirais sont ces deux interprètes qu'on va c'est voir? Léonie Bélanger et Simon Renaud. En fait, je vous dirais que ça s'est passé comme une espèce de speed dating. Ces deux interprètes-là ne se connaissaient pas avant de commencer à travailler ensemble. J'ai eu aussi envie de travailler avec des nouveaux interprètes pour moi aussi me déplacer. Ça faisait quelques pièces que je travaillais avec les mêmes personnes. Et puis ces deux interprètes d'une autre génération aussi. Tu sais, on a tous 10 ans de différence dans la production. Et puis,
on a commencé le travail en allant dans une résidence où on a partagé un chalet, les trois ensemble. Et puis, les trois, on se connaissait à peine. Alors, c'était un peu justement cette idée de proximité et intimité qu'on a partagée et pour ensuite faire en sorte d'étirer ce fil relationnel, en fait, à travers le travail chorégraphique, finalement. Et pourquoi l'eau est tellement présente dans ta pièce, Caroline? Parce que l'eau nous permet un autre rapport à la gravité. Si vous avez vu mes pièces précédentes, j'ai travaillé aussi sur des trampolines. Donc, changer le rapport du corps à la gravité, pour moi, quelque chose qui m'interpelle. Et puis, je trouve que avec l'eau, on va chercher autant la résistance que l'abandon. Donc, pour moi, ça met en relief ces deux pôles-là où, dans l'eau, on a besoin d'énormément de force pour se mouvoir, mais on est aussi capable de se laisser aller. L'eau est autant, c'est ça, un vecteur, c'est ça, d'apesanteur et d'euphorie à ce niveau-là, mais aussi, il peut être aussi une contrainte qui nous pèse aussi. Donc, c'est ce rapport-là, cette dichotomie-là que j'avais envie d'explorer avec l'eau. L'évolution dans la pièce, j'imagine, commence par quelques gouttes d'eau et au fur et à mesure du déroulement de cette représentation qui dure approximativement 1 heure, j'ai l'impression que le bain se remplit, c'est-à-dire que le vivier, si on veut, là où on met habituellement les poissons là, dans un aquarium, Ouais. au fur et à mesure que l'eau monte, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'au fur et à mesure que l'eau monte, le rapport de l'interprète change aussi par rapport à cet environnement qui est en constante mutation. Et puis, le fait que l'eau monte aussi, c'est un marqueur de temps. C'est rare c'est un peu comme avoir une présence d'un sablier qui est là où on voit que finalement il y a quelque chose qui se transforme. C'est à peine perceptible au début. On peut être avec aisance dans cette matière. Puis à un moment donné, plus que ça va, plus que les mouvements deviennent autres aussi, puis sont transformés par le rapport de cette matière-là et dans leur relation aussi, finalement. Et comment tes interprètes ont accueilli l'idée d'être dans des boîtes et remplir, qui se remplissent d'eau, jouer dans l'eau, jouer mouillé? Comment ont-ils vécu l'expérience? Ça a été beaucoup d'allers-retours ensemble, beaucoup de conversations où c'est quoi les limites de chacun, combien de temps on est capable de rester ou pas. Au début, on faisait des répétitions où moi, mettons, j'avais 6 heures de répétition, puis les interprètes venaient 4 heures, donc on avait comme 2 heures les deux ensemble, mais on a trouvé différents moyens de travailler pour faire en sorte que, au début, il était très épuisé de travailler dans beaucoup d'eau. Puis ça a pris du temps avant qu'on trouve aussi notre manière d'aborder la chose. On a eu les objets scénographiques où on a fait des tests, on les a construits, mais après ça, un coup qu'on est rentré en création, ça s'est fait quand même de manière assez rapprochée parce que je pouvais seulement travailler cette pièce-là en étant en résidence, donc dans un lieu théâtral. Je peux pas travailler cette pièce-là dans un studio normal à cause de tout le rapport, justement, l'eau, l'installation, la scénographie. Donc, ça a fait en sorte que ça a vraiment teinté, puis ça a donné un processus de création très particulier que je n'avais jamais vécu ou expérimenté jusqu'à présent, en fait. Et puis, l'univers musical dans lequel baigne, ça c'est un jeu de mots, merci. Oui. Dans lequel baigne la pièce, ça consiste en quoi? Ça consiste en un univers qui supporte bien l'environnement, en fait, qui est vraiment dans une texture aussi. Parce qu'on l'entend aussi, l'eau, à travers la pièce. Puis, je vous dirais qu'il y a aussi des petits micros à l'intérieur, des petits boîtiers qui nous donnent aussi une sonorité sur ce que la boîte est à l'intérieur aussi. Donc, c'est l'Arsène Lupin.
son nom de compositeur, qui a créé la trame sonore. Puis on a fait beaucoup, justement, d'enregistrements, une bande sonore qui laisse place à vraiment entrer dans l'expérience des deux interprètes, finalement. Donc, pas quelque chose qui joue par-dessus eux, mais c'est vraiment le voyage des deux interprètes avec la matière qui est le fil conducteur du travail. On le sait, la danse, c'est un vocabulaire, c'est un langage. Et dans un environnement comme celui-là, il faut réinventer le langage. Est-ce qu'ils peuvent communiquer ensemble ou ils sont limités à des isolements? Ben, en fait, oui, on peut communiquer ensemble comme on le fait là. On n'est pas dans le même espace physique, mais je veux dire, on lit le langage, on lit les gestes. Donc, c'est tout au long de la pièce, ils lisent les gestes de un et de l'autre continuellement. En fait, ils sont sur une tâche d'être au diapason, en fait, continuellement. Puis, c'est vraiment cette présence-là qu'ils doivent renouveler tout au long de la pièce. Même s'ils sont enfouis dans l'eau, ben ils peuvent pas juste être complètement dans leur propre bulle. Ils sont toujours en corrélation avec l'autre. Puis c'est ça, leur tâche, c'est toujours de revenir au diapason de cette relation-là, finalement. Donc, il y a un discours. Oui, complètement. Ils sont en dialogue tout au long de la pièce. C'est vraiment intriguant comme concept. On invite les gens à aller voir ça parce que c'est du jamais vu, c'est complètement innovateur. Donc, on rappelle les dates le 10, 11, 12 mai à 19h et le 13 mai à 14h, oui, à l'Agora de la danse. À 16h, excusez. Oui, 16h. 16h. Et il y a aussi une rencontre qui est prévue. Oui, jeudi soir. Post-représentation. Oui, exactement. Donc, jeudi le 11, après la représentation. C'est intéressant parce que, bon, tu as gagné ce prix en 2019 et on est tombé en pandémie. Et là, tu en as profité pour aller chercher ta maîtrise, tu me racontais. Et Oui. est-ce que cette maîtrise a débouché sur cette production-ci qui s'appelle, je le rappelle encore une fois, Les limites infinies de la peau. Ouais. Mais c'est sûr que ça a teinté le travail. Ma maîtrise portait sur nos manières de collaborer, en fait, avec différents, autant par rapport à des espaces précis qu'entre humains. Puis pour moi, la rencontre entre cet espace scénographique, qui est la boîte, qui est l'eau, pour moi, c'est un acteur aussi, c'est un collaborateur dans la pièce. Puis on est toujours en lien avec des espaces particuliers, des architectures. Puis pour moi, c'est cette manière-là, en fait, de révéler le corps autrement, de le voir sous une autre perspective, puis de prendre le temps, justement, de le lire sous cet angle-là. Magnifique. Est-ce un spectacle qui s'adresse à tous, Caroline? Ah, je vous dirais que oui. 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 En fait, je pense qu'on est capable de se plonger dans plusieurs expériences, puis, tu sais, c'est toutes des choses qu'on connaît, la proximité, l'eau. Je veux dire, on a tous eu un moment où on s'est mis dans notre bain, puis on s'est laissé aller. Donc, je pense que toute personne c'est ça, qui est en lien avec il y a quelque chose aussi qui est du quotidien à travers cette perspective. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on va frissonner un petit peu pendant cette heure de représentation. Alors, merci beaucoup, Caroline Lorrain-Beaucal. Ça me fait plaisir. Et le mot de parole. Merci.